Et donc, je remercie le professeur Robert Barouki, qui est responsable de l'Institut thématique INSERM et qui est chercheur en toxicologie et qui a été aussi de nombreuses années chef de service de biochimie à Necker. Merci beaucoup, professeur Barouki, d'avoir accepté cette invitation et vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous m'entendez bien? Je veux être sûr parce que tout à l'heure, j'avais des problèmes. C'est bon. C'est bon, ok, merci. Donc, merci pour l'invitation. Je suis très honoré par l'invitation et je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui parce que le mercredi après-midi, c'est le comité de direction de l'INSERM et donc c'est compliqué pour moi. C'est des journées un peu compliquées. Donc, je vais peut-être partager mon écran. Et là aussi, j'ai besoin que vous me disiez C'est parfait. Je vous si tout va remercie. bien. C'est Ok, parfait. parfait. Merci, hein, merci beaucoup. Donc, initialement, j'avais prévu peut-être ce topo en premier, donc ça va être peut-être assez général, mais et peut-être il y aura un peu de redite avec ce que Béatrice a montré. Mais en fait, je vais vous présenter de manière générale ce que c'est que l'exposome, où ça s'applique de manière générale, et j'ai animé au niveau de l'Académie de médecine un groupe de travail sur l'exposome et la prévention et qu'est-ce qu'on peut tirer en fait du concept d'exposome. Et je vais vous résumer à la fin les conclusions de ce groupe de travail et des recommandations. Donc ben voilà, on a parlé tout à l'heure de génétique et donc il y a 25 ans à peu près, donc c'était l'aboutissement du programme génome humain avec beaucoup de choses finalement extrêmement positives. Alors pas partout, et c'est peut-être chaque fois on a l'impression de tout résoudre et certainement on ne résout pas tout, mais il y a quand même eu énormément de choses positives. Et ça, c'est donc l'apport de la génétique. Et concernant l'exposome, je crois que on est actuellement en train d'assister à une véritable, je dirais, révolution dans le champ de l'étude de l'exposome parce qu'en réalité, si on voit le génome et l'exposome, les deux sont très complémentaires au niveau de la santé. Je donne juste un exemple. Euh, quelques, il y a quelques semaines un article dans Nature Médecine sur le vieillissement et avec une très belle analyse des facteurs génétiques, beaucoup de facteurs environnementaux au sens large qui ont été analysés et véritablement selon les critères, selon les marqueurs en fait du vieillissement, on a parfois une vraie implication, une véritable implication très forte de l'exposome et dans d'autres situations, c'est plutôt le génome. Donc, il faut absolument étudier les deux. Et donc, l'exposome a été proposé par Christopher Wilde, donc c'est le Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, c'est pas loin de chez Béatrice Fervers, et qui avait proposé ça donc, en 2005, justement pour pousser à ce qu'il y ait plus de recherche, plus d'implication dans ce champ, parce qu'il s'est dit, au fond, le génome, on savait à peu près de quoi il en ressortait, et par contre, tout le reste, l'alimentation, les expositions aux polluants, les stress de différentes natures, ça, c'était beaucoup plus difficile à caractériser. Et il a proposé ce concept général. Alors, juste avant de parler d'exposome, je dois rappeler que l'environnement, c'est pas que les mauvaises nouvelles, hein. Donc souvent, quand on fait des topos sur l'environnement, c'est plutôt des mauvaises nouvelles avec des accidents, de la pollution de l'air, de la contamination alimentaire. Mais c'est aussi les bonnes nouvelles, les espaces verts dans les villes, les plans d'eau, l'univers social. On peut considérer que l'environnement, c'est aussi la solution dans certaines situations. Mais une fois que j'ai dit ça, maintenant, je vais surtout vous parler des aspects qui seront, disons, plutôt négatifs. Et toujours à la base, un peu malgré tout, de ce concept, si on s'intéresse plutôt à la pollution maintenant, euh, il y a quelques années déjà, l'Organisation mondiale de la santé avait publié ce travail sur les déterminants, l'impact des déterminants sur la mortalité. Et on voit que la pollution totale, donc là on prend tout, hein, la pollution de l'air, de l'eau, toutes sortes de pollutions, était le premier déterminant en fait de mortalité dans le monde devant le tabagisme et d'autres facteurs comme l'alcool ici. C'était pas intuitif, je n'aurais pas nécessairement dit ça il y a 10 ans, mais de plus en plus, on accumule les arguments et les études, et notamment sur la pollution de l'air. C'est peut-être ce qu'il y a de plus facile à analyser parce qu'on a des données, on a des données qui remontent à assez longtemps, donc on peut faire ce type d'analyse et on voit que c'est un facteur majeur, disons, de mortalité dans le monde. Donc effectivement, il faut s'y intéresser. Et quand on parle environnement,
je voudrais distinguer trois aspects sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Donc, on peut parler de manière, disons, très focalisée sur certains facteurs environnementaux. On a cité le bisphénol A tout à l'heure, ou les substances perfluorées, la qualité de l'air, le bruit, ben, ça c'est un facteur majeur, les ondes, etc. Donc, on peut travailler là-dessus et beaucoup de gens travaillent là-dessus. On peut parler de secteur, c'est-à-dire l'environnement dans le travail, dans les villes, dans le milieu rural, à la maison, etc. Donc, là, on s'intéresse plutôt à un secteur. Et puis, on peut parler de manière plus générale sur les changements globaux, le changement climatique, les grandes transformations, la perte de biodiversité, etc. Et l'exposome vient un peu concilier ces aspects, puisqu'il parle de l'ensemble des expositions vie entière. Et il a été défini justement par Christopher Wilde, que vous voyez ici, comme étant l'ensemble de ces expositions environnementales de la période en fait, prénatale jusqu'à la mort. Et donc, ça inclut beaucoup de choses. On ne parle pas uniquement de la pollution. J'ai donné l'exemple de la pollution tout à l'heure, mais l'exposome, c'est beaucoup plus que la pollution. C'est ce qu'il y a, par exemple, dans l'alimentation, ce sont l'environnement physique, le bruit, la lumière, le fait qu'on soit exposé beaucoup à la lumière. Ce sont aussi les environnements biologiques, par exemple l'augmentation de pollen que certains d'entre nous subissent actuellement. Et puis aussi ce qu'on appelle l'exposome psychosocial, les aspects psychosociaux, les stress, etc. C'est tout cela. En fait, c'est tout ce qui n'est pas génétique, qui constitue notre environnement et qui va impacter notre santé. Donc ça, c'est la définition. Et vous voyez, Christopher Wilde a fait son premier article en 2005, pratiquement aucune réaction pendant quelques années. Et puis les Américains et les Européens ont commencé à proposer, à financer des grands programmes de recherche qui ont continué depuis, disons, l'année 2011, à peu près 2012, jusqu'à maintenant. Et c'est en train de s'amplifier avec à la fois un réseau européen de travaux sur l'exposome, IHAN, et puis un réseau américain soutenu par une des branches du NIH qui s'appelle Nexus. Depuis, ils lui ont donné un nom. Bon, là, je dois dire qu'effectivement, on peut se poser des questions sur l'avenir de ces travaux aux États-Unis, mais bon, je pense que l'Europe est là aussi et peut compenser. Je vais vous illustrer juste un point sur l'importance des expositions, toujours en termes de pollution. Là, c'est un article sur le plomb. Dieu sait que c'est une vieille exposition, c'est un vieux toxique qu'on connaît pas mal et qui continue à avoir des impacts. En fait, à chaque fois qu'on définit ce qu'on peut appeler un seuil, en réalité, on sait qu'il n'y a pas de seuil sanitaire en fait, pour le plomb, mais on peut définir des seuils. On se rend compte qu'il y a des effets en dessous, même quand on est exposé en dessous de ce seuil, et notamment sur tout ce qui est neurodéveloppement, neurocognition, et ça se chiffre souvent par des points QI. Mais il y a des calculs médico-économiques qui ont mesuré en fait, l'impact économique du plomb qui est représenté ici, c'est à peu près à 6 milliards de dollars par an. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement considérable et qui donc devrait, au-delà de l'aspect sanitaire et cognitif, nous devrait nous préoccuper. Et d'ailleurs, juste un mot, ça touche plus particulièrement les personnes qui ont des revenus faibles par rapport à des personnes qui ont des revenus forts. Il y a un déterminisme social là qui est extrêmement important. Et quand on s'intéresse à l'exposome, on s'intéresse toujours à l'impact en fait disons du niveau socio-économique, du genre, de l'origine, des migrations, etc. C'est quelque chose qui est un peu qu'on doit intégrer dans les études d'exposome. Alors, pour revenir à ces aspects plus chimiques donc de l'exposome, euh, là, c'est une représentation un peu en iceberg qui est donc publiée par l'Agence européenne de l'environnement sur à peu près 100 000 substances chimiques qui sont dans le commerce en Europe à un certain tonnage. En fait, on sait beaucoup de choses sur 500. On a peut-être tendance, nous, les toxicologues, à travailler un peu toujours sur les mêmes. Donc, on sait beaucoup de choses sur 500, beaucoup moins sur 10 000 et 20 000, et puis quasiment rien sur 70 000 substances. Donc, il y a énormément de chemin et il n'est pas question de faire sur les 70 000 restants ce qu'on a pu faire sur les fameux 500, parce que ça prendrait un temps fou, mais c'est là que les données, les approches numériques, l'intelligence artificielle vont pouvoir nous aider à projeter, à un peu prédire un peu plus facilement les impacts sanitaires de ces différents produits et donc vont avoir un rôle très important. Une autre note ici, c'est que, évidemment, les 500,
nous ne sommes pas exposés à un seul produit. La plupart du temps, nous sommes exposés à des mélanges et donc il y a tout un travail fondamental sur comment peut-on tenir compte de l'impact de ces mélanges, sachant que les agences sanitaires finalement font leurs études et leurs valeurs seuil, ils les calculent comme si on était exposé à un seul produit, hein, en oubliant qu'on est exposé à une multitude de produits. Et c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité actuellement, notamment au niveau des agences européennes. Donc, c'est exactement celui-là, 100 000 molécules chimiques. Il y a une infinité de mélanges et la réalité, c'est que on ne va pas pouvoir tout tester. Et donc, on est obligé de modéliser, d'utiliser la modélisation pour essayer de prédire quel serait l'impact de ce type de mélange. Donc, si on peut travailler actuellement sur l'exposome, c'est qu'on a à notre disposition des outils qui permettent de le faire. Si le programme génome humain a pu aboutir, c'est qu'on avait développé à l'époque des outils magnifiques capables de séquencer le génome et donc d'obtenir des résultats. Et d'ailleurs, ces outils ont continué à se développer et se sont largement démocratisés actuellement. On n'en est pas là sur le plan de l'exposome, mais on a beaucoup avancé. Vous avez des données satellitaires qui sont extrêmement importantes sur la pollution. Vous avez des images, grâce au programme Copernicus européen, des images magnifiques sur la pollution ou sur la luminosité la nuit, là où il y a des villes qui permettent en fait d'avoir des chiffres dans ce domaine-là. On a toute une série de capteurs environnementaux qu'on peut poser dans l'environnement et qui donnent une idée sur le niveau de bruit, le niveau de pollution de l'air. Et puis, il y a toute une série d'applications individuels, hein. Ce sont des capteurs qu'on peut mettre sur soi et qui donnent tout à fait une idée de ce à quoi nous sommes exposés. Ça mesure la poussière, le bruit, toute une série de substances chimiques à l'intérieur des maisons. Ça, c'est fondamental. La pollution de l'air intérieur est quelque chose de très important. Et puis, d'ailleurs, certains aussi sont complétés par des mesures physiologiques. Donc, on peut faire tout de suite la corrélation. Et ça peut être important. Imaginez quelqu'un qui est asthmatique, qui est très sensible à certains produits chimiques. Ça peut être extrêmement important pour lui d'avoir ce type de capteur. Il y a des phénomènes de modélisation, c'est-à-dire sachant ce qu'il y a dans l'air, sachant ce qu'il y a dans l'eau que nous buvons ou l'alimentation, comment peut-on prédire la contamination au sein donc des populations. Et donc ça, c'est tout un travail de modélisation qui existe, qui a beaucoup progressé ces quelques temps. Mais on peut faire aussi de très nombreuses mesures à l'intérieur du corps, sur du sang, des urines, des cheveux, des ongles, etc., et qui vous permettent d'avoir une idée de la contamination, par exemple, chimique que nous subissons et de l'impact de cette contamination, par exemple sur le microbiote ou sur du métabolisme interne. Il y a aussi de la modélisation qui permet de savoir, une fois qu'on a la dose dans le sang, quelle, quelle peut être cette dose dans le foie, dans le cerveau, etc., ou dans le tissu adipeux. Il y a eu une question tout à l'heure sur l'obésité et j'avais pas mal travaillé sur l'impact justement de la chirurgie bariatrique sur la répartition des produits chimiques. Et puis, on peut faire toute une série d'études, comme on le fait habituellement dans des grandes études épidémiologiques, sur la métabolomique, la protéomique, et donc qui renseignent beaucoup sur les impacts. Ça correspond aussi à des études épidémiologiques très larges. On étudie maintenant de plus en plus des cohortes de personnes de très nombreuses parce que ça permet d'avoir une idée sur l'impact de différents types d'exposition sur la santé. Et on peut compléter cela par des études mécanistiques qui se sont beaucoup développées grâce à la prédiction, par exemple, de structures ou à des réseaux d'interaction entre des produits et toute une série de facteurs endogènes. Donc, il y a des études mécanistiques parfaitement capables qui utilisent beaucoup les modélisations d'ailleurs et qui viennent compléter les études populationnelles chez l'homme pour améliorer la notion de causalité entre une exposition et un effet. C'est souvent la chose la plus difficile. Tout à l'heure, Béatrice disait que pour certaines substances, certains pesticides, on n'était peut-être pas dans un poids d'épreuve qui est absolu, comme l'alcool par exemple ou le tabac, mais on était dans voilà, quelque chose d'intermédiaire parce que cette causalité est parfois difficile à capturer et elle n'est possible que dans des études combinées populationnelles et mécanistiques. Je vais vous donner quelques exemples. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a différents niveaux quand on s'intéresse à l'environnement, un niveau très global, un niveau plus de secteur et un niveau plus des produits, des substances elles-mêmes. J'ai pris ici l'exemple du changement climatique, où vous avez toute une série de facteurs qui vont changer au niveau, donc, à cause de réchauffement
de l'air. Et donc, en fait, ce que fait le changement climatique, c'est simplement de modifier l'exposome. Il va augmenter la chaleur, un facteur physique. Des agents biologiques vont être modifiés, le pollen, par exemple, des polluants de l'air, notamment, par exemple, l'ozone. Il est probable que l'ozone va augmenter considérablement à cause du changement climatique. Des situations climatiques extrêmes telles qu'on en a connues déjà hein, et en grand nombre et de plus en plus ces dernières années, avec des impacts notamment sur l'état mental des gens. Et ça, c'est un domaine extrêmement important. Donc, quand on s'intéresse à cela, on s'intéresse aux éléments biologiques associés et aux impacts sanitaires associés. Donc, pour nous, le changement climatique est une modification de l'exposome et devrait être étudié dans ce cadre-là. Il y a aussi la perte de biodiversité qui est beaucoup moins étudiée dans son impact sur l'homme, à part peut-être dans le champ des émergences des infections, hein, des zoonoses. Ça, c'est un champ à part que je ne développe pas ici. Mais effectivement, là, la perte de biodiversité peut jouer un rôle. Mais elle joue aussi un rôle dans, je dirais, le système immunitaire, notamment des enfants. Là, vous avez une représentation ici d'école en Finlande où on peut mettre les enfants dans un univers parfaitement chimique et très, très contrôlé sur le plan hygiénique, ou dans un univers beaucoup plus naturel, beaucoup moins contrôlé, mais peut-être plus favorable en termes d'équilibre immunitaire et de résistance à certaines maladies auto-immunes ou à des allergies. Donc, il y a pas mal d'études qui commencent actuellement là-dessus entre la perte de biodiversité et la modification des expositions des enfants et les impacts immunitaires. On l'a cité tout à l'heure, un des éléments majeurs, je dirais, à développer l'exposome, c'est le fait de s'intéresser à la vie entière. On ne s'intéresse pas dans l'exposome une vie à un moment donné, à l'exposition à un moment donné, mais plutôt à tout ce qui nous a concerné, par exemple, dans la période fétale et ou la petite enfance, et qui peut avoir un impact, d'ailleurs, dans certains cas démontré, sur ce qui se passe beaucoup plus tard dans la vie. L'exemple typique, c'est le distilbène, exposition pendant la grossesse, et puis impact chez par exemple, les jeunes femmes très jeunes qui ont déjà des cancers gynécologiques, donc qui est quelque chose d'extrêmement rare, mais qui, dans ce cadre-là, était donc suffisamment exceptionnel, était associé à cette exposition au distilbène. Et on voit d'autres exemples maintenant de plus en plus où l'exposition dans ces premiers âges de la vie va se traduire cliniquement beaucoup plus tard dans la vie. Et c'est sans doute lié à des modifications épigénétiques qui peuvent expliquer le fait de garder une marque biologique de ces expositions initiales qui font que même plus tard dans la vie, on garde cette marque et elle peut influencer notre susceptibilité à avoir des pathologies. Donc ça aussi, c'est une caractéristique de l'exposome. Et à titre d'illustration, si on prend le foie, c'est une maladie hépatique en général qui sont représentées ici. Donc, c'est typiquement une situation d'exposome, en fait, le foie et le cancer du foie. C'est qu'il y a une influence de l'alimentation, des virus, bien entendu, très connus, de l'alcool, là, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin, mais aussi de certains médicaments qui ont une toxicité hépatique, de l'état du microbiote qui influence beaucoup certaines maladies hépatiques, notamment la stéatose, mais aussi de quelque chose comme la pollution de l'air. Il y a des études chinoises très clair là-dessus, avec des centaines de milliers de personnes, qui montrent que plus il y a de pollution, plus il y a un risque de stéatose et de stéatohépatite au niveau du foie. Donc, c'est quelque chose qui est connu. Et donc là, on est en présence d'une multitude de facteurs, et c'est typiquement un exemple de ce que peut être l'exposome et son influence sur les pathologies. Alors, on a parlé de choses assez générales, mais on peut revenir maintenant à des exposomes par secteur. Et donc, il y a des gens qui étudient ce qu'on appelle l'exposome urbain, à quoi on est soumis dans une ville. Et là, il y a la qualité de l'air, le bruit, les stress de toute nature. Et donc, ils essayent d'en tirer des conséquences pour améliorer l'architecture d'une ville et donc avoir une ville qui est compatible avec une meilleure santé. Et donc là, vous voyez que on n'est plus dans uniquement l'aspect sanitaire pur, on est vraiment dans voilà, le travail au niveau des conceptions des villes, des conceptions de l'architecture qui peut avoir un impact majeur sur la santé. C'est ce que fait la santé publique. C'est son rôle d'influencer différents types de secteurs. Et idem pour le travail. Le travail est un lieu où on est exposé souvent à des
à des facteurs de stress différents. Déjà, il y a le stress psychologique, mais il y a aussi, dans certains qui travaillent dans des usines, des expositions chimiques, des expositions au bruit, des expositions à différents types de facteurs. Et c'est typiquement une notion d'exposome. Il faut étudier l'interaction entre ces différents facteurs au niveau du milieu du travail. Si on prend maintenant le niveau sociologique, donc quels sont les critères sociaux qui vont avoir une influence sur la santé. Et ces facteurs-là rentrent dans le cadre de l'exposome. On ne met pas de côté les facteurs sociaux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une maison, dans quel quartier on vit, les expériences quotidiennes, où est-ce qu'on prend le métro, etc. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Le niveau familial, etc. Donc, au niveau des collègues, disons, qui s'intéressent à l'épidémiologie sociale ou les sociologues, on essaie de définir toute une série de critères qui peuvent être, disons, utilisés dans un cadre épidémiologique et qui peuvent nous permettre de voir s'il y a une traduction biologique, que représente ici, de ces expositions sociales qui peut donc avoir une influence sur le parcours de vie et influencer, disons, l'état de santé ou de bien-être. Donc, simplement pour dire que l'exposome, ça inclut aussi ces aspects-là et ça permet d'avoir une vision assez globale. Donc, si je reviens maintenant au rapport que nous avons fait à l'Académie avec des propositions très générales et puis ensuite des recommandations plus spécifiques, en fait, la première proposition, c'est d'essayer de traduire l'exposome dans le quotidien du citoyen et du patient dans un but de prévention. Donc, essayer de l'utiliser pour avoir une médecine plus personnalisée en tenant compte de toute une série de choses. Là, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire des tas d'analyses biologiques. Je vous en ai montré quelques exemples tout à l'heure. On peut faire beaucoup de choses biologiquement, mais on n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire que finalement, quand un médecin voit son patient, si le patient a passé juste une demi-heure à indiquer auparavant où est-ce qu'il vit, donc on géolocalise son lieu voilà, son adresse grâce à l'adresse, donc où est-ce qu'il vit, on a déjà une idée assez précise de la pollution de l'air à ce niveau-là, de l'état du bruit, si on a des cartes suffisantes. Est-ce qu'il y a des espaces verts à côté où il n'y a pas d'espace vert? Donc uniquement déjà avec l'adresse, on a toute une série d'informations sur le contexte de cette personne. Où est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle prend le métro? Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle prend la voiture, etc. Quel type d'alimentation cette personne a? Donc, si elle donne une idée générale du type d'alimentation, quel cadre familial. Avec ces informations-là, on a déjà une idée relativement correcte des expositions et on peut, idéalement, hein, si on va un peu plus loin, peut-être mettre des scores un jour de risque hein, liés simplement à des informations qui sont relativement simples, que le patient ou la personne fait en dehors même de son contact direct avec le médecin qui parfois n'a pas le temps d'aller dans tous ces détails. Donc, mais ça donne une idée, une alerte éventuelle, et après, on peut aller beaucoup plus loin. Ensuite, la deuxième grande proposition, c'est d'intégrer les changements globaux dans le cadre donc de l'exposome et de rechercher ce qu'on appelle les co-bénéfices, c'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on peut proposer des solutions qui soient utiles à différents niveaux? Et je reviendrai un tout petit peu là-dessus dans une diapo suivante. Euh, un exemple simple, c'est le fait de manger moins de viande. Ça, je pense qu'on entend parler tout le temps. On ne parle même pas de ne pas manger de viande, mais le fait de diminuer la consommation de viande, elle est intéressante à différents niveaux. D'abord, au niveau changement climatique, parce que l'élevage, voilà, si vous consommez, à chaque fois que vous consommez de la viande, c'est représenté ici, vous avez une quantité de CO2 qui est produite, qui est relativement importante. Et en rapport, si vous mangez à la place de cette viande la même quantité, en tout cas en protéines de lentilles ou de certains végétaux, vous pouvez diminuer de 100 fois pratiquement. Ici, c'est 250, ça dépend vraiment des articles. Mais en tout cas, une centaine de fois moins de CO2. Donc, vous gagnez sur ce plan-là. Mangez moins de viande, vous gagnez aussi sur les maladies cardiovasculaires, vous gagnez aussi sur le cancer du côlon. Et donc, en fait, il y a des intérêts multiples simplement avec une action qui est diminuer l'élevage. Évidemment, ça posera un problème sociologique, voilà, sur les personnes qui vivent de cela. Et là, c'est un problème politique qui doit être réglé à ce niveau-là. Donc, comme recommandation plus précise, il faut développer les capacités de mesure de l'exposome et de ses impacts. J'ai mentionné tout à l'heure toutes les techniques
ces techniques se développent, il faut continuer à les développer pour qu'on ait des moyens d'aller beaucoup plus loin et de mieux mesurer. Vous savez, j'ai pris l'exemple des capteurs individuels. C'est une technologie qui peut être extrêmement utile et qui peut se développer considérablement dans l'avenir. Ensuite, il faut prendre des mesures de gestion inspirées par l'exposome. Je dirais par exemple le calcul des valeurs de référence en toxicologie se fait sur la base d'un seul, comme si on était exposé à un seul produit. Là, il faut faire des études pour essayer de tenir compte du fait qu'on est soumis à des mélanges de substances et pas à un seul produit. Les agences sanitaires, l'ANSES, a pris en main cette problématique et nous avons fait un petit groupe de travail et proposé à l'ANSES une série de mesures pour que dans son travail d'agence sanitaire, elle puisse mieux prendre en compte les, euh, ces questions d'exposition multiples. Et donc, il y a des choses à faire au niveau des mesures de gestion. Ensuite, la prévention individualisée qui tienne compte de l'exposome. Bon, il y a différents niveaux là. Déjà, formation et information. On sait très bien en santé publique que plus les gens sont informés correctement de la vraie bonne science, plus ils sont capables, disons, de gérer leur exposition. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est parfois un vœu pieux, mais je pense qu'il faut continuer à faire en sorte que ça marche. Il y a aussi le fait de tenir compte des vulnérabilités. Il y a pas mal de vulnérabilités, le fait chez les fœtus, la petite enfance, certaines vulnérabilités socio-économiques dont il faut tenir compte. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, un algorithme sur les vulnérabilités en général peut être extrêmement utile pour déjà donner une idée, une alerte sur les expositions qu'une personne pourrait avoir et qui peuvent nécessiter d'aller beaucoup plus nous avons mentionné aussi la pharmaco-exposomique, c'est-à-dire comme on fait de la pharmacogénétique, c'est-à-dire l'influence des variants génétiques sur l'efficacité, la toxicité des médicaments. Là, ce serait la pharmaco-exposomique, c'est-à-dire l'influence du contexte environnemental général ou plus spécifique sur l'efficacité et la toxicité des médicaments. Il y a des études qui commencent à se développer là-dessus. Euh, alors, il faut intensifier la recherche sur l'exposome et sur les méthodes de prévention. Bon, ça, donc, on a toute une série d'infrastructures européennes et nationales qu'il faut soutenir. Il faut aussi qu'il y ait des programmes de biosurveillance. Là, on est en bonne voie, je crois, y compris au niveau européen. Surveiller la population sur leur exposition, c'est quelque chose qui va peut-être devenir un peu systématique au niveau européen, comme il l'est déjà au niveau américain. Et puis collecter les données environnementales et utiliser les outils, les modèles numériques et l'intelligence artificielle, parce qu'on ne pourra pas faire, on ne pourra pas faire la même chose qu'on a fait sur les polluants, par exemple, les plus étudiés. On ne pourra pas le faire sur l'ensemble des produits chimiques. Il va falloir qu'on ait des modèles et développer des outils qui nous permettent de prédire le mieux possible la toxicité possible de ces substances. Enfin, les origines développementales des maladies, c'est quelque chose qui est fondamental. Ces étapes de premières années de la vie sont tout à fait critiques et fondamentales. Et puis, c'est une recherche qui est par définition multidisciplinaire et puis qui doit intégrer des règles éthiques. Parce que je crois que j'ai été un peu long, donc je vais peut-être m'arrêter là. Je vais arrêter le partage pour pouvoir euh, répondre à vos questions. Merci beaucoup, Robert. On va prendre une ou deux questions. Sur une de vos diapos, vous avez montré qu'un des processus d'action moléculaire peut être l'action des groupes méthyl sur le DNA Hein. et les histones. Est-ce qu'on peut imaginer que lorsqu'on va traiter un cancer maintenant et qu'il y a un contexte environnemental, on utilise des méthylkinases, par exemple, ou des actions sur ces deux facteurs? Alors, déjà, il y a des différences de méthylation dans certains cancers qui sont des marqueurs hein, de développement de cancer. Je n'ai pas dit que c'était lié à un problème, disons, environnemental. C'est ça, là, c'est toute la difficulté là de faire ces analyses ces analyses, disons, de causalité entre une exposition et un effet biologique. Mais moi, je crois que les modifications épigénétiques, c'est un des très grands espoirs des travaux actuels dans le champ de l'exposome, euh, parce que justement, il n'est pas exclu de pouvoir un jour les modifier. Alors, vous citez
des enzymes. Donc, ça veut dire introduire des enzymes dans des cellules. Et pourquoi pas, ça peut être tout à fait envisagé. Mais il y a peut-être une partie de la recherche s'oriente dans un sens différent. On s'est rendu compte que l'exposition à des produits chimiques entraîne certaines modifications épigénétiques, mais aussi les comportements entraînent des modifications épigénétiques. Donc, l'idée est de se dire, est-ce qu'une modification des comportements ne peut pas venir tempérer ou limiter les effets épigénétiques d'exposition à des substances chimiques. Donc, sans aller même jusqu'à euh, faire des interventions, disons, avec de la thérapie génique ou autre. Donc, c'est quelque chose qui, bon, je ne suis pas sûr que ça va marcher, hein, mais en tout cas, ça ouvre pas mal de possibilités, ce champ-là, parce que c'est réversible. L'épigénétique, c'est relativement stable, mais c'est quand même réversible à terme. Une petite question Rapidement, rapide. excusez-moi. Est-ce que dans le cadre, disons, peut-être anxiogène de tout citoyen actuellement se dit, mon exposome, je ne le connais pas. Est-ce que vous avez aujourd'hui une manière d'apporter peut-être une espèce dans le self-assessment du risque? J'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a une Oui, méthode peut-être sur une appli, sur votre smartphone, pour vous dire vous oui. êtes à tel niveau de risque sur votre exposome, et là Ouais. particulier? C'est un peu ce que j'avais en tête quand j'ai dit, avec un questionnaire relativement simple, on peut sans doute, mais alors il y a des startups qui essayent de développer des algorithmes de ce style, et peut-être qu'un jour ça arrivera. Maintenant, bon, c'est à chaque fois problématique, hein. C'est comme faire son génome, hein. Ça va finir par poser des problèmes, et tant qu'on n'est pas sûr. Mais quand même, on peut, avec des choses relativement simples, avoir une idée des alertes. Et donc, moi, j'espère qu'on pourra aller dans ce sens-là pour un peu cibler des personnes qui ont, disons, un exposome particulièrement mauvais. Alors, ce que je peux dire, par contre, c'est il y a un bon exposome. Et donc, si on fait un peu plus d'exercice, si on va dans des espaces verts, si on marche un peu plus, si voilà, on essaye d'éviter d'être dans des milieux particulièrement pollués, si on a le choix, c'est une manière aussi d'améliorer, disons, son, euh, son score exposomique, si je peux l'appeler comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Barouki. On aurait aimé vous écouter davantage, mais le temps passe et il faut qu'on aille à la troisième communication.